Messieurs les vice-présidents et recteurs des différentes facultés de l'Université d'Alexandrie et des universités présentes parmi nous, mesdames et messieurs membres du corps professoral, à l'Université d'Alexandrie et dans les autres universités ici présentes, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour à tous et bienvenue à cette troisième séance plénière organisée dans le cadre de la troisième édition de notre colloque annuel à Pitel, et qui s'avère être dès le titre même une des séances les plus intéressantes puisqu'elle aborde une thématique très à la page. Mais avant de faire un petit tour de table pour vous présenter nos chers intervenants, permettez-moi d'abord de vous avouer qu'aujourd'hui, je suis doublement ravie et honorée. Je suis d'abord ravie parce que j'ai été sollicitée par ma très chère partenaire, collègue et amie Red Al-Fayot pour modérer cette séance autour d'une thématique qui, pour moi, comme pour vous, j'en suis sûre, est au cœur de nos préoccupations stratégiques, pratiques et orientations nouvelles. Je suis ensuite honorée d'être parmi vous aujourd'hui, bien qu'à distance, pour modérer une séance qui regroupe de très chers collègues que nous avons connus de très près et avec qui nous avons eu le plaisir de partager maintes activités réussies. Et je profite de leur présence parmi nous pour les saluer chaleureusement. Nos chers collègues et panélistes aborderont aujourd'hui des sujets d'actualité qui ont revêtu une importance encore plus considérable à la suite de la pandémie de la COVID-19, qui a obligé tous les établissements d'enseignement, quel que soit leur niveau, tout comme les institutions du monde socio-économique, à adopter de nouvelles pratiques et approches à la fois dans l'enseignement et le travail. Ensemble, nous allons découvrir donc dans cette séance comment l'innovation pédagogique pourrait être au service de l'employabilité des enseignants et comment la pédagogie inversée, cette stratégie d'enseignement et d'apprentissage basée sur la technologie et qui a connu un succès croissant ces dernières années, pourrait renforcer l'engagement, l'implication et l'apprentissage des étudiants en classe, comment l'éducation ouverte qui tire profit des technologies numériques pourrait permettre la conception des objectifs d'apprentissage, la sélection des ressources pédagogiques ainsi que la planification des activités et de l'évaluation. Et finalement, nous terminerons notre séance par une question très importante, celle de l'expérience émotionnelle des étudiants dans un enseignement, apprentissage à distance et comment ce côté émotionnel, parfois négligé, peut avoir un impact sur leur capacité d'apprendre, sur leur engagement à l'université et leur choix de carrière. Permettez-moi donc, après ce bref descriptif des notions clés qui seront abordées au cours de notre séance, de donner la parole à ma chère collègue Sana Safa. Madame Sana est actuellement responsable du Centre d'employabilité francophone CEF à l'AUF, Moyen-Orient, et titulaire d'un doctorat en sciences de gestion de l'Université Montesquieu Bordeaux 4 en 2000. Elle a passé plus de 20 ans dans l'enseignement universitaire et est spécialiste dans les formations professionnalisantes et continues, ainsi que dans l'innovation pédagogique. Ses enseignements concernent l'entrepreneuriat, la finance d'entreprise, ainsi que le management stratégique. Ses recherches et publications portent sur l'entrepreneuriat et le financement des startups, ainsi que sur l'évaluation des entreprises. Madame Sana nous donnera une réponse à la question « Comment l'innovation pédagogique pourrait être au service de l'employabilité des enseignants ?» Madame Safa, je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous et à vous la parole. Merci Sharim, bonjour à tout le monde, bonjour chers collègues, merci à l'Université Alexandrie de cette invitation, merci à professeur Red Al-Fayot, cher ami, de m'avoir invité à ce colloque très intéressant depuis le matin avec différentes interventions très variées et très enrichissantes. En fait, moi, j'ai pensé parler quand même de l'innovation pédagogique qui pourrait être au service de l'employabilité des enseignants, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que, en fait, ce métier d'enseignant, il est quand même en pleine mutation et que ça change beaucoup le rôle d'un enseignant ou d'une enseignante de nos jours, hein, à un point que c'est tellement, ça devient tellement ce rôle innovant, il faut innover partout, que en plus avec, il ne faut pas se cacher derrière
des choses, c'est que c'est un métier qui reste quand même mal rémunéré partout dans le monde. Donc, ma question dès le départ était, est-ce que ce métier reste quand même attirant pour des jeunes qui veulent intégrer ce domaine de l'enseignement avec tout ce qu'on leur demande quand même comme innovation, comme enseignement, la recherche, la gestion des diplômes. Si vous regardez par exemple le site Galaxy pour être maître de conf en France, vous allez voir qu'il y a 3 volets, l'enseignement, la recherche, la gestion des diplômes. Et je pense que bientôt, on va ajouter l'innovation pédagogique qui devient quand même un facteur déterminant dans le métier d'un enseignant. Juste un petit rappel quand même de comment on apprenait autrefois. Moi, je fais partie d'une génération qui a mis le tablier quand même jusqu'au lycée et qu'à un moment donné, au lycée, on mettait le tablier dans le cartable et dès qu'on intégrait le lycée, le tablier était froissé parce qu'on ne voulait plus de ce tablier. Mais à l'époque, en fait, on formait des étudiants, on formait des prototypes. On n'avait pas le droit à la différence. Donc, heureusement que cette période, elle est abolie. Donc, il n'y a pas longtemps, même hier, même aujourd'hui, en fait, on apprend de cette façon, surtout une pédagogie qui est centrée sur l'enseignant. D'ailleurs, regardez même la disposition de l'amphithéâtre. C'est l'enseignant qui est le star, qui détient le savoir, il est le maître qui détient la connaissance et c'est lui qui va transférer cette connaissance. Donc, c'était une pédagogie qui est centrée surtout sur l'enseignant. Arrivé quand même toutes ces mutations d'aujourd'hui, les mutations sociales, les mutations de l'environnement, le Covid qui quand même reste un événement phare dans notre vie et qu'on n'aurait jamais imaginé vivre ça de nos jours. Donc, ce plaisir d'apprendre qui était à un moment donné un peu, qui a disparu à un moment donné avec le style de l'enseignement mené en fait par les enseignants. Donc, ces mutations, et surtout, je m'arrête bien sur la crise épidémiologique de Covid-19 qui a quand même changé les habitudes, changé les concepts et changé les pratiques des enseignants, mais ce changement était quand même un peu brusque dans ce métier d'enseignement. C'était quand même un changement où on n'était pas vraiment préparé. Les enseignants manquaient de cette préparation. Il y a eu beaucoup de résistance au changement, mais par la force des choses, on était bien dans l'obligation de se mettre devant cet ordinateur et d'utiliser ces technologies TIS appliquées à l'éducation et commencer une aventure. Mais tous ceux qui ont enseigné à distance savent bien qu'en fait, là, il y a eu quand même un changement de paradigme. On est passé de l'approche de l'enseignement supérieur qui est centrée sur les contenus. Même jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'universités qui utilisent quand même cette approche. On est passé à une approche centrée sur les résultats d'apprentissage et tout ce qui met l'étudiant au cœur des dispositifs pédagogiques. On parle beaucoup des compétences visées, on parle des acquis d'apprentissage et là, on retrouve l'étudiant au cœur de l'apprentissage, ce qui va rapprocher quand même cet étudiant du marché de travail. Et c'est ce qu'on demande quand même. Une des missions de l'université, c'est quand même transférer la connaissance, mais dans un sens de décrocher à la fin un travail assez jeune. Donc, mais quel est le lien entre cette innovation pédagogique pour les enseignants et l'accès au marché de travail? En fait, c'est quand même, voilà, donc là, c'est juste une petite photo pour savoir que, en fait, le style même de disposition des tables, le style des écrans, tout a changé. Donc, l'université de demain, comme je viens de dire, hein, qu'on a surtout actuellement, on veut que les compétences visées soient atteintes. On veut quand même rapprocher les distances entre les universités et le marché de travail. Le style d'apprentissage, on est passé d'un apprentissage du maître vers l'étudiant à un apprentissage collaboratif.
Tout ce qui est numérique, pour moi, ce sont que des outils, c'est tout, ce sont des outils d'apprentissage que l'enseignant va utiliser. Il est vrai quand même qu'il y a il y a une abondance de ces outils et l'enseignant, il est parfois vraiment débordé partout par ces outils et il y en a même qui se sentent envahis. Au lieu que je me concentre sur la pédagogie d'enseignement, je suis en train de me concentrer sur l'apprentissage de ces outils. Or, cet apprentissage des outils, c'est vrai que ça va moderniser l'enseignement, mais il ne faut jamais oublier que notre objectif, c'est quand même faire acquérir en fait ces compétences à nos étudiants qui vont intégrer un marché de travail. Et j'insiste beaucoup sur ce côté compétences output de l'apprentissage, même si on a des méthodes différentes, des outils différents de l'innovation pédagogique, il faut quand même surtout ne jamais oublier que notre objectif, c'est quand même diplômer des étudiants qui vont trouver un travail. Donc, cette mutation du rôle de l'enseignant, en fait, on est passé quand même à un nouveau concept de l'université, qui est l'université en communauté d'apprenants. Et ces apprenants, ce sont deux. En fait, nous nous sommes retrouvés enseignants apprenants et étudiants apprenants. Parce que l'enseignant, avec toutes ces innovations pédagogiques, il est quand même, et Dieu merci, dans un apprentissage continu, ce qui fait partie intégrante du développement professionnel des enseignants et qui devrait être une obligation dorénavant, parce que sinon, on va vite être dépassé par ces nouvelles technologies. Donc, l'enseignant, il a changé de métier, en fait. Il est passé d'un détenteur de savoir vers l'accompagnement du savoir. Il y a plein d'enseignants qui ont peur de perdre leur rôle, dire est-ce que dans l'avenir, avec toutes ces innovations, on va quand même trouver un travail, on va garder notre rôle d'enseignant. Et moi, souvent, je rassure les enseignants en disant notre métier change pour devenir l'accompagnateur du savoir. Donc, il y a en fait actuellement une nouvelle identité professionnelle des enseignants. Et nous constatons quand même que c'est un vase communicant. Il y a l'apprentissage qui est au milieu. Cette innovation pédagogique va quand même enrichir et favoriser l'employabilité des étudiants. Et pour justement acquérir cette innovation pédagogique, l'enseignant lui-même, il est dans le processus d'apprentissage. Et ce qui fait que cette innovation pédagogique va devenir quand même un critère de sélection des enseignants dans l'avenir. Si on ne maîtrise pas ces outils, en fait, et cette pédagogie, surtout j'insiste bien sur la pédagogie d'enseignement innovante, pas nécessairement technologique, mais pédagogie innovante, donc dans ce cas-là, on va être vite dépassé et ne pas vraiment intégrer ce métier de l'enseignant dans l'enseignement. Voilà. Donc, ce métier d'enseignement, quand même, actuellement, il a besoin d'être valorisé, la vérité. On demande trop de choses à l'enseignant. On demande qu'il fasse beaucoup de recherches, qu'il passe beaucoup de temps à l'apprentissage de ces outils, à accompagner les étudiants, à faire une pédagogie différenciée, à être toujours là à l'écoute pour les étudiants, surtout avec la concurrence de toutes les universités qui sont dans la course de rating. Et donc, on demande trop à un enseignant, mais on demande également, nous enseignants, que ce métier soit valorisé parce que malheureusement, on constate, du moins dans notre région, là au Moyen-Orient, que ce métier n'est plus attirant pour les jeunes. Donc, surtout du point de vue rémunération, parce que nous jeunes, on est tous conscients que la mentalité des jeunes a changé. Vous avez parlé de plusieurs générations, X ou Y et Z. Donc, en fait, cette génération actuellement, la notion de mission d'enseignement n'existe plus. Pour eux, combien je peux toucher si je suis dans ce métier.
Donc, ce métier d'enseignant a besoin d'être valorisé. C'est le rôle de qui? C'est le rôle de nous, communauté éducative, hein, de demander et de prouver cette valorisation. C'est le rôle d'une gouvernance universitaire. Vous avez parlé de policy des universités. Donc, la gouvernance universitaire, elle a la responsabilité de valoriser ce métier. Et bien sûr, du point de vue macro, c'est une responsabilité gouvernementale et c'est une vision des gouvernements des pays. L'Agence universitaire de la francophonie, en fait, actuellement, elle a un axe stratégique pour tout ce qui concerne l'employabilité. D'ailleurs, ils sont en train, en fait, dans cette vision, il y a la création, et ça c'est la volonté du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, c'est de créer des centres d'employabilité francophones dans beaucoup de pays. Récemment, ça a été ouvert à Beyrouth, hein, il n'y a pas longtemps, donc c'était le 20 septembre. Et il y aura aussi 69 centres CEF, centres d'employabilité francophone, dans le monde, dans 58 pays. En Égypte également, nos partenaires égyptiens, il y aura 2 centres en Alexandrie et au Caire. Hein. Donc, c'est quoi le rôle de ce centre d'employabilité francophone? Notre rôle, en fait, c'est justement de fournir des services d'accompagnement, des formations des formateurs. Les enseignants font partie de notre cible, hein, surtout dans l'aspect innovation pédagogique, l'orientation professionnelle, des certifications, des formations, auto-formation, surtout quand c'est là où les gens parlent trop en fait de l'auto-formation et c'est là où il y a les soucis de l'enseignant. Est-ce que je vais garder quand même mon métier? D'ailleurs, la première justement activité au sein de notre centre CEF à Beyrouth, c'était justement un groupe d'enseignants où l'intitulé, la formation, en fait, c'était la scénarisation d'un cours en ligne. Il y aura d'autres formations à d'autres universités dans la région à travers ce projet de transition numérique dont l'objectif, c'est justement passer ces compétences d'innovation pédagogique aux enseignants universitaires dans la région. Voilà, mes coordonnées en cas où besoin de collaboration avec nous. Voilà, je pense que j'ai respecté le temps et ça a été rapide. Merci, Dr. Safa, merci beaucoup. Simplement, je vais juste récapituler un peu ce que Madame Safa vient de discuter. Donc, vous avez parlé d'innovation pédagogique et comment ce métier mal rémunéré restera, c'est-à-dire attirant pour les jeunes qui veulent intégrer ce domaine, avec tout ce qu'on leur demande, bien sûr. Vous avez mis l'accent sur l'évolution de l'enseignement et comment l'enseignement était au début centré sur l'enseignant. Vous avez montré comment la COVID-19 a changé brusquement les habitudes, les approches et les méthodes, surtout dans l'enseignement et de l'apprentissage. L'enseignement supérieur a passé d'un enseignement basé sur le contenu vers un enseignement basé surtout sur les résultats de l'apprentissage et les compétences acquises par les apprenants. Vous avez aussi accentué comment le rôle des enseignants est en pleine mutation. Il n'est plus un détenteur du savoir, mais avec toutes les innovations, il est devenu accompagnateur du savoir. Et vous avez aussi demandé que ce métier, bien sûr, soit valorisé. Et à la fin, vous avez terminé par le rôle de l'AUF dans la création de centres d'employabilité francophone dans la région. Merci beaucoup. Merci, Rim. Merci. Et on va simplement, je vais vous demander, chers collègues, de garder les questions pour la fin de la séance. Et permettez-moi maintenant de saluer la présence parmi nous de monsieur le professeur Mohamed El Hadi Ben El Haj. Monsieur Ben El Haj a eu son ingénierat et son magistère à l'université Montori Constantine et son doctorat à l'université Abdelhamid Mehri Constantine II. Il est actuellement maître de conférence à l'UCE
membre du laboratoire LIRE, équipe système d'information et technologie du web, et membre de JARIR, Joint Group for Artificial Reasoning and Information Retrieval, Université Menouba, Tunis. Il est également expert en technologie éducative, membre du projet de jumelage P3A entre l'Algérie et l'UE et membre ambassadeur de l'association Scénario. Ses domaines d'activité de recherche sont le data mining et l'extraction de connaissances à partir des données. Monsieur Ben El Haj nous fera découvrir comment la pédagogie inversée, qui a connu un succès croissant ces dernières années, pourrait renforcer l'engagement, l'implication et l'apprentissage des étudiants en classe, d'où le titre de son intervention RELS et pédagogie inversée. À vous la parole, monsieur le professeur. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez, j'espère? Oui. Très bien. OK. Allô? Oui, on vous entend, monsieur. Oui, mais est-ce que vous me voyez aussi? Oui. Très bien. Donc, parce que moi, je ne me vois pas. Pas de problème. Donc, bien sûr, je commencerai par vous remercier, vous, Rim, donc, et surtout ma chère amie Rada de m'avoir invité et de m'avoir permis donc de participer à cette conférence. Donc, effectivement, je vais intervenir. Alors, je vais d'abord partager donc ma présentation. Est-ce que c'est bon, vous la voyez? Oui, elle est visible. C'est bon. Ma présentation, vous la voyez? Oui, tout à fait. Très bien. OK. Donc là, le titre que vous avez bien voulu donc présenter aussi, c'est donc les ressources éducatives libres et la pédagogie inversée. Donc en fait, mon plan va être en 3 petites parties, disons. Sur les ressources éducatives libres, je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de présentations qui ont parlé en long et en large sur tout ce qui touche un peu aux ressources éducatives libres. Donc, je vais très peu en parler. Je vais parler un peu plus de la pédagogie inversée avec ses bases surtout, principalement. Mais l'objectif principal de cette présentation, c'est un peu de prendre un exemple d'utilisation des ressources éducatives libres en choisissant un dispositif donc hybride basé sur une pédagogie inversée et voir un peu l'aspect acteur et l'aspect ressources utilisées aussi. Donc, je vais commencer par les ressources éducatives libres. Là, bien sûr, une définition auquel on ne peut pas échapper, c'est celle de l'UNESCO, qui nous permet effectivement donc d'avoir une sorte de définition acceptée par toute la communauté. Donc, les ressources éducatives libres sont des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant l'utilisation, l'adaptation et principalement aussi la distribution à titre gratuit. Donc, pour ce qui concerne les ressources éducatives libres, disons qu'il y a un peu les 5 R dont on parle beaucoup, liées un peu à une ressource éducative libre. Donc, retenir, donc télécharger, conserver, réutiliser. Donc là, on peut réutiliser la source de différentes façons. Réviser, adapter ou modifier, parce que là, en général, la ressource, surtout que si on adopte des approches différenciées, la ressource peut être modifiée, adaptée un peu au parcours choisi pour tel ou tel profil d'apprenant. Recombiner, donc regrouper différentes ressources pour en créer une nouvelle. Bien sûr, là, je pense que c'est Mokhtar qui en a parlé effectivement. Quand on regroupe plusieurs ressources pour en créer une nouvelle, il faut évidemment s'assurer que toutes les ressources utilisées ou les parties de ressources utilisées ont aussi une origine libre. Comme ressource, s'il y a une partie d'une ressource qui est
plutôt en copyright par exemple, on ne peut pas créer une nouvelle ressource éducative libre à partir d'une ressource en copyright redistribuée. Donc ça c'est seulement pour ne rien garder pour soi et essayer de partager. Donc pour distinguer un peu ces ressources éducatives libres, même si ça a été déjà dit, donc une ressource pédagogique de façon générale, elle a des droits de propriété que l'on ne peut éviter. Donc, il faut s'informer sur la source et tout ce qui est liberté d'utilisation de cette ressource. Maintenant, qui dit accès ouvert à la ressource, gratuité, et principalement ces contraintes de propriété intellectuelle et qui n'existent plus. Bien sûr, l'objectif des règles, c'est plutôt démocratiser l'information. En fait, avoir une éducation accessible à tous. C'est ça l'objectif principal des REL. Pour distinguer les REL donc, par rapport aux autres types de ressources, il y a bien sûr deux classes de ressources. Il y a les ressources en copyright, et là, bien sûr, on ne peut pas les utiliser sans le consentement du propriétaire ou de l'auteur. Et les REL qui abordent là un autre problème, si on peut l'identifier de cette manière-là, c'est-à-dire la notion de propriété intellectuelle n'existe plus. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette ressource sans attendre le consentement de l'auteur éventuellement. Bien sûr, il y a la licence Creative Commons, et là je pense que ça a été vu aussi dans les présentations précédentes, donc je n'insiste pas trop sur cette partie. Maintenant, les acteurs, et ça ce qui est important dans ma présentation aussi, je m'intéresse beaucoup aux acteurs, et principalement donc pour le niveau dans lequel j'interviens, plutôt le niveau universitaire, où il y a des enseignants et des étudiants. Et bien sûr, chacun a un rôle à jouer, parce qu'indépendamment, on essaye de mettre en place un état d'esprit qui est orienté vers des ressources éducatives totalement libres. Les enseignants, donc, peuvent adapter leurs pratiques pédagogiques et introduire l'utilisation des ressources éducatives libres. Les échanges et les partages favorisent le développement de connaissances, l'évolution des idées, la créativité et l'innovation. Parce qu'à ce moment-là, on a ce qu'on peut appeler une démocratisation des ressources et du savoir. Alors, si je passe maintenant à la deuxième partie rapidement aussi, qui est la pédagogie inversée, avant de terminer par le lien entre les deux. Donc, Éric Mazur, qui est un professeur à Harvard, qui a un peu introduit une technique qu'il appelle peer instruction dans les années 90. Et à ce moment-là, en fait, il a proposé à ses étudiants de prendre connaissance de tout ce qui est théorique par eux-mêmes avant de venir au cours. Et comme ça, le temps de classe est dédié principalement aux interactions, qu'elles soient entre pairs ou, bien sûr, il y participe aussi comme acteur d'échange, etc. Donc, c'était beaucoup plus Éric qui a commencé. Nous avons Berkman et Sams qui sont des chimistes, donc qui ont un peu créé cette nouvelle approche qu'ils ont appelée Flipped Classroom. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont proposé des capsules vidéo pour un peu essayer de mettre sur le même pied d'égalité les élèves malades ou absents pour qu'ils puissent un peu voir tout ce qui a été fait en présentiel éventuellement. Mais ils ont remarqué aussi que les capsules n'étaient pas seulement visionnées par ces étudiants, mais que tous les élèves ont profité. Donc, les étudiants ou les élèves étant déjà au courant de tout ce qui concerne le contenu, les séances de cours donc étaient devenues beaucoup plus dynamiques et les échanges étaient beaucoup plus fréquents. La classe inversée était née. Donc, pour ce qui concerne la classe inversée, il y a eu Khan qui est venu après, bien sûr, et qui a fait le buzz à ce moment-là, puisqu'il a proposé une banque de vidéos éducatives, Khan Academy, et bien sûr, ça a donné un engouement planétaire à cette disposition, disons, ou disponibilité de ressources sous forme de vidéos accessibles gratuitement.
La naissance des réseaux, bien sûr. Après cela, il y a eu plein de réseaux, principalement le Flipped Learning Network, qui est une grande communauté de praticiens, fondée sur les pionniers, bien sûr, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a eu un témoignage qui m'a plu, donc je l'ai pris tel qu'il est. La classe inversée n'est envisageable que lorsque l'enseignement est une passion. Et toute passion par nature tend à être partagée. Échanger avec d'autres enseignants, c'est s'ouvrir à d'autres expériences, c'est parfois aussi pouvoir se rassurer. Donc, pour revenir un peu à la classe inversée et les cours traditionnels, donc il y a eu un peu cette modification ou cet ajout par rapport à ce qu'a fait Bloom dans le classement des compétences ou des niveaux de compétences à acquérir. Vous voyez ici dans cette petite image, dans les cours traditionnels, ce qui se faisait à la maison et ce qui se faisait en classe, et donc quand vraiment on a parlé classe inversée, ça a été réellement inversé. Donc tout ce qui se faisait à la maison se fait maintenant en classe, et tout ce qui faisait en classe maintenant se fait à la maison. Donc, bien sûr, c'est du niveau le plus bas cognitif jusqu'au niveau le plus haut. Pour maintenant la classe inversée, il y a ce qu'on appelle les 4 piliers de cette classe inversée. Premier pilier, c'est l'environnement, un environnement flexible. Donc, vous avez 3 points en général sur lesquels on insiste beaucoup, c'est les espaces et le temps, puisque vous avez ici un partage. Donc, il faudrait prévoir que ça soit en classe ou que ça soit en ligne, des possibilités données aux étudiants pour qu'ils puissent interagir entre eux lors d'apprentissages qui sont préparés par éventuellement l'enseignant. Observer, accompagner constamment les étudiants, ça c'est très très important. Il ne faut pas du tout abandonner l'étudiant quand il est surtout en ligne. Donc il faut absolument être derrière lui constamment et l'accompagner, comme vient d'être dit juste dans la présentation qui vient juste de passer avant moi. Proposer aux étudiants, bien sûr, plusieurs types de situations d'apprentissage qui permettent un peu qu'ils puissent apprendre le mieux possible. Là, on parle beaucoup plus donc des parcours différenciés. Le deuxième pilier, c'est des contenus intentionnels. Donc, bien sûr, on doit sélectionner les concepts et pour que ces concepts-là puissent être assimilés par les étudiants, on doit choisir des ressources et bien sûr, différencier les approches pour que les objectifs soient réalisés, quel que soit le profil d'étudiant en face de nous. Une culture de l'apprentissage. J'offre à mes étudiants l'opportunité de s'engager dans une activité significative sans que mon rôle n'y soit central. Donc là, mon rôle, bien sûr, deviendra un acteur plutôt accompagnateur qu'autre chose. J'élabore des activités que je rends accessibles à tous les étudiants, la différenciation et les feedbacks. Les feedbacks sont très, très importants pour ne pas laisser l'étudiant se débrouiller tout seul en face d'une activité prévue. Devenir professionnel de l'éducation, je me rends disponible. Donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement est indispensable. Les feedbacks en temps réel sont très, très utiles pour ne pas laisser l'étudiant se perdre, que ce soit individuellement, en petit ou en grand groupe. Des évaluations formatives qui permettent un peu de savoir où l'étudiant se retrouve, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, etc., pour essayer de corriger. Et bien sûr, si j'intègre le partage aussi dans la collaboration avec d'autres enseignants, et bien sûr, si je trouve que ma façon de faire doit changer, je change ma pratique pour m'adapter moi-même à tout ce qui vient. Donc, l'objectif ici, pendant cette dernière partie de mon exposé, donc j'ai voulu prendre un exemple, pour ce dispositif hybride qui s'appuie sur une pédagogie inversée. Et bien sûr, à l'intérieur de cet exemple,
on va voir où on peut intégrer en même temps des ressources éducatives libres. Deuxièmement, les acteurs, puisqu'il y a des enseignants et des étudiants, quel est le rôle de chacun, comment chacun voit ses ressources par rapport aux objectifs qu'il veut atteindre. Donc, ici, il s'agit pour l'objectif principal, raconter une journée au passé composé. Donc, l'objectif principal ici, et on verra qu'il est composé aussi de deux parties, pour exprimer des événements à l'aide du passé composé. Raconter ce qu'ils ont fait pendant une journée en utilisant le vocabulaire des activités et des heures que l'on rencontre régulièrement chaque jour. La première séquence, c'est le passé composé. Donc, l'enseignant a prévu 2 activités. Avant la séance en présentiel, l'enseignant a mis à la disposition des étudiants 2 capsules vidéo. Donc, les étudiants vont donc regarder ces 2 vidéos. Quel est le travail qui sera demandé pendant, regarder les vidéos et prendre des notes. Donc, ensuite, pour évaluer est-ce que l'objectif est atteint ou non, donc les questions que l'on va poser vont être reliées à leur compréhension orale et j'ai une erreur ici, c'est pas un problème, et leur capacité à prendre des notes. Donc là, il y a une petite erreur. Le deuxième point, partager leurs réponses en ligne avant de venir en classe. Donc, s'ils les mettent en ligne, les pairs, donc les autres étudiants et l'enseignant, peuvent voir ce qu'ils ont fait. Et à ce moment, l'enseignant principalement, puisqu'il va les rencontrer en présentiel, il va pouvoir savoir ce qu'ils ont compris et ce qu'ils n'ont pas compris. L'activité 3, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Chez eux, c'est toujours donc une alternance entre présentiel et distanciel. Cherchez 5 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et la même chose pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Les verbes recueillis seront utilisés lors d'une activité en classe. Cette activité va consister à quoi? À mettre en commun ces listes qu'ils viennent de faire chez eux, créer de façon coopérative une carte mentale et en binôme, puis avec toute la classe, impulser donc l'apprentissage coopératif, réviser les verbes et les auxiliaires, enrichir le vocabulaire et créer ensemble une carte mentale. Tout ça, bien sûr, pour revenir aux ressources éducatives libres, l'enseignant ici est en train de lui-même donc mettre à la disposition comme les 2 vidéos qu'il a mis à leur disposition. Ça peut être des ressources éducatives libres qu'il a déjà récupérées, faites par un autre auteur. Ça peut être des ressources qu'il a lui-même créées et mis à la disposition de la communauté. Il peut être aussi une partie qui a été faite par lui, d'autres parties qui ont été faites par d'autres collègues en collaboration. Donc, tout ça peut donner lieu à des ressources éducatives libres. Du côté des étudiants, ils sont en train de faire, par exemple, une carte mentale. Cette carte mentale peut être une ressource éducative libre. Et là, l'enseignant peut initier une sorte d'apprentissage aussi de l'utilisation et la création de ressources éducatives libres en collaboratif qu'ils ont mis à la disposition des autres étudiants, et ça permet d'avoir un état d'esprit chez les étudiants ici, pour que, au fur et à mesure, quand ils vont sortir et terminer leur formation, ils ont déjà cet état d'esprit de partage et de création de ressources éducatives libres. Donc, grosso modo, la carte mentale aura un peu cette forme, donc passé composé, être, avoir, et tous les verbes. Donc, un résultat de ce qu'ils ont créé dans leur activité. Une activité 5, consolider les connaissances. Donc, on va passer à une deuxième étape et proposer un exercice maintenant pour compléter des phrases en utilisant le passé composé. L'activité créée par eux-mêmes des phrases simples, c'est l'activité 6. Donc, ils ont déjà des verbes et ils savent quel auxiliaire marche avec tel ou tel verbe.
Donc, ils vont rédiger 5 phrases au présent et ensuite, pour réviser donc le présent de l'indicatif, et chacun maintenant corrige le travail de l'autre. C'est ce qu'on appelle un apprentissage entre pairs. Et bien sûr, puisque ce sont des phrases au présent de l'indicatif, il faut les transformer au passé composé. Ensuite, chaque binôme partage ces 10 phrases avec toute la classe. Et là, c'est toujours un état d'esprit d'apprentissage entre pairs et d'utilisation de ressources éducatives libres. L'activité 7, élaborer une présentation donc pour expliquer aux autres ce qu'ils ont appris. Et le résultat sera aussi une carte conceptuelle rassemblant des ressources qui servent à raconter une journée au passé. Les élèves là permettent donc et apprennent à organiser tout ce qu'ils ont appris, l'expliquer aux camarades et travailler d'une façon collaborative en binôme. Et ça, en fait, c'est une base d'avoir de l'état d'esprit de liberté d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas ce qu'il me reste comme temps, mais disons que ça va être plus rapide cette deuxième. Donc, la deuxième séquence va seulement faire un état des lieux, des compétences acquises lors de la première séquence. Et la deuxième, qui est cette deuxième séquence, c'est pour élaborer un lexique et dresser une liste d'expressions pour dire l'heure. Donc, puisque le passé composé, en fait, il est lié au temps. Donc là, la deuxième partie de cet exemple-là concerne à initier les élèves à l'utilisation du temps pour dire l'heure. Donc là, il leur donne un texte qui raconte une journée habituelle au passé composé. Donc là, ils vont souligner les verbes au passé composé, souligner les autres mots pour dire l'heure, et élaborer une présentation par binôme dans le but d'expliquer donc tout ça aux autres, et toujours terminer par une carte conceptuelle qui rassemble les ressources qui leur ont permis donc de raconter cette journée au passé. Ici, bien sûr, l'objectif principal, c'est que les étudiants apprennent à s'organiser, expliquer et travailler d'une façon collaborative. L'activité 2, c'est choisir 2 activités quotidiennes qu'ils ont l'habitude de faire, les expliquer, mettre en commun les explications avec les autres élèves et élaborer un glossaire. Et le glossaire peut être considéré comme une ressource éducative libre à la disposition des autres étudiants et il sera peut-être à la disposition d'autres enseignants qui travailleront dans le même domaine. Objectif de l'activité, chercher plus d'informations, parce que pour créer ce glossaire, il faut aller chercher d'autres informations, et réaliser surtout une tâche ensemble qui est le glossaire. Dresser une liste d'expressions comme une autre activité, pour dire l'heure. Activité 4, raconter l'un à l'autre ce qu'ils ont fait le jour précédent, parce que ça c'est intéressant de se partager ou de se raconter, parce qu'ensuite, il faudra que chacun puisse faire un compte rendu de ce que l'autre lui a raconté. C'est l'esprit de synthèse qui est en train de se mettre en place aussi. Et partager tout ça sur une plateforme. L'activité 5, inclure les nouveaux contenus, donc faire par binôme un exposé, terminer avec une histoire inventée, évaluer l'expression orale, etc. Permettre à l'enseignant d'évaluer l'expression orale des élèves et leur capacité d'ordonner les idées apprises, permettre aux élèves, en écoutant les exposés, de consolider les apprentissages. Donc, qui dit pédagogie inversée dit motivation, utilisation, bien sûr, d'outils numériques, développement de l'autonomie, engagement des élèves et travail collaboratif et apprentissage principalement. Les inconvénients, bien sûr, et c'est ce qui se passe chez nous en Algérie, par exemple, et je pense que beaucoup de pays ont le même problème aussi, la qualité de la connexion. Bien sûr, la difficulté de s'adapter parce que là, vous changez les habitudes des gens et les élèves. Excusez-moi, il reste 2 minutes pour... Oui, je termine, c'est mon dernier slide. Voilà, je vous remercie. Je termine toujours mes présentations par une photo de Constantine. C'est une ville qu'on appelle la ville des ponts. Rada la connaît d'ailleurs, il y a aussi Lilia qui est venue chez nous. Donc là, c'est un des ponts
il y a 2 ponts suspendus à Constantine. Celui-là, c'est le plus petit. Et vous voyez ici le Rumel en bas, l'ouest du Rumel qui est juste. Et vous avez Constantine qui est juste derrière. Et en face, vous avez donc l'autre partie de développement de Constantine. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le professeur Belgrage. En fait, dans votre présentation, qui était très enrichissante, en fait, vous avez évoqué les 5 R des ressources éducatives: retenir, réutiliser, réviser, recombiner, redistribuer. Vous avez distingué aussi les ressources éducatives libres comme étant des ressources gratuites, accessibles à tous, soumises ou non à des droits d'auteur. Vous avez aussi évoqué les acteurs concernés par les ressources éducatives étudiants et étudiants. Vous avez passé en revue les pionniers de la classe inversée: Eric Mazur, Jonathan Bergman et Aaron Sams, Salman Khan. Et vous avez mis l'accent aussi sur la différence entre le cours traditionnel et comment la pyramide de Bloom a été à son tour renversée. Et vous avez expliqué ensuite les 4 piliers de la classe inversée. Pour terminer par un exemple que je trouve très intéressant, qui s'appuie sur la pédagogie inversée, où on peut intégrer les ressources éducatives libres et où le rôle des enseignants et des apprenants a été mis en lumière. Je vous remercie infiniment, monsieur le professeur. Et, je vous remercie aussi. Au fait, votre caméra est trop rapprochée, on ne voit que la moitié de votre visage. Ah d'accord. Maintenant, je cède la parole à ma chère collègue, Madame la professeure Mona Laroussi. Madame Laroussi est actuellement directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation OIF à Dakar, au Sénégal. Madame Laroussi est également enseignante-chercheur à l'Université de Carthage en Tunisie et à l'Université de Lille en France. Elle est titulaire d'un DEA, d'un doctorat et d'une habilitation universitaire en informatique, spécialité technologie éducative. Elle a été de septembre 2014 à septembre 2017 directrice exécutive de l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance IFIC de l'Agence universitaire de la francophonie basée à Tunis. Et ses activités de recherche concernent surtout les environnements informatiques pour l'apprentissage humain et plus particulièrement la manière de conjuguer l'adaptation, la contextualisation et l'appropriation des technologies éducatives. Madame Laroussi nous accompagnera dans un voyage dans le monde de l'éducation ouverte et comment celle-ci pourrait constituer un atout pour les pays en développement. Madame Laroussi, à vous la parole. Merci, chers collègues. Merci à tous les collègues qui m'ont invité aussi pour participer et de voir même virtuellement certains amis de longue date qu'on n'a pas vus. Donc, en fait, moi, je me situerai à un niveau beaucoup plus macro, disons, par rapport aux 2 premières présentations. Donc, j'essaierai de démontrer, je ne sais pas si c'est faisable ou non, de dire que l'éducation ouverte est vraiment un atout pour les pays en développement. Je poserai la question classique du temps de Covid. Est-ce que ma présentation est visible sur l'écran et est-ce que vous m'entendez bien? Oui, en fait, votre présentation est visible et on vous entend clairement. Bon, juste, vous me dites si on peut passer au deuxième slide est possible. Vous voyez le deuxième maintenant, si c'est passe. On ne voit pas non. Le deuxième. Non, c'est resté au premier. Oui, maintenant voilà. C'est le deuxième. Allez, voilà, bon. Est-ce que ça va? On va faire comme ça. Alors, à chaque fois, j'arrête et pour prendre le prochain. Donc, en fait, on va essayer juste, nul ne pourrait dire que l'éducation est négligeable dans une société. Donc, l'éducation est vraiment… Pardon, tu peux mettre en plein écran, s'il te plaît. Oui, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si ça marche ou non, Mohamed. Ça, c'était le plein écran. Je suis passée au deuxième. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou non. Non, ce n'est pas le plein écran. D'ailleurs, on voit… Si ça pose problème, le fait que vous le mettiez en plein écran, on peut vous limiter à ça. Est-ce qu'on peut faire comme ça et peut-être vous arrivez à voir? Oui. C'est bon?
Enfin, c'est une question de débit. Parfois, ça passe et parfois, ça ne passe pas. Donc, du coup, je reprends un peu par rapport à l'éducation. Nul ne peut nier que l'éducation est vraiment un facteur de croissance économique très important, que l'éducation offre une stabilité sociale dans tous les pays. Et puis, je reviendrai un peu plus en avant pour dire que Platon avait dit que l'homme qui néglige l'éducation traverse la vie d'un pain chancelant sans s'en apercevoir. Et puis, un dixit qu'on a attribué à Lao Tzu pour dire que donnez à un homme un poisson, il aura à manger pour une journée. Apprenez à un homme à pêcher, il aura à manger toute sa vie. C'était juste pour dire, pour introduire un peu l'éducation dans notre contexte actuel. Quelques chiffres pour illustrer ça, des chiffres qui ne sont pas très grandioses, très intéressants, mais qui sont un peu significatifs si vous voulez. Actuellement, on recense 260 millions d'enfants, adolescents et de jeunes qui ne sont pas scolarisés. Et ça, c'est des chiffres qui viennent du Partenariat mondial de l'éducation en 2018. Malheureusement, un enfant sur 4 n'achève pas l'école primaire et la moitié des élèves n'achèvent pas le cycle du secondaire. Ça aussi, ce sont des chiffres du Partenariat mondial de l'éducation. Dans de nombreux pays, les enfants des ménages les plus pauvres, des zones rurales et des pays touchés par la fragilité des conflits sont plus susceptibles d'être laissés de côté au même titre que les filles. Donc ça, c'était pour vous dire que plusieurs enfants ne terminent pas leur scolarité s'ils viennent vraiment d'un milieu pas très aisé. Et puis aussi, malheureusement, aussi pour la plupart des pays émergents et en voie de développement, une pénurie d'enseignants selon l'UNESCO. Près de 510 millions d'enseignants doivent être recrutés si l'on souhaite tenir la promesse d'assurer à chaque enfant une éducation primaire et secondaire de qualité d'ici 2030. Donc si je résume très rapidement, on a encore beaucoup d'enfants en décrochage scolaire. On a encore beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à finir l'école primaire et secondaire. On a encore l'enfant qui est dans un milieu défavorisé, n'arrive pas à finir sa scolarité. Et puis, on a un besoin très pressant d'enseignants. Si je reprends un peu quels sont les mots de l'éducation sur la base de ces chiffres. Et puis peut-être, tout à l'heure, Mohamed a parlé de l'Algérie, mais peut-être aussi ces mots-là, on les retrouve avec différents formats, mais quelque part dans tous nos pays. La plupart de la formation est très souvent inadaptée à l'élève et au marché de l'emploi. Et je m'explique. Sur plusieurs pays maintenant, on voit que la formation ne donne pas forcément un emploi. Et deuxièmement, l'enfant d'aujourd'hui, ce n'est pas l'enfant d'il y a 50 ans et que la formation qui est encore donnée aujourd'hui ne s'approprie pas les pédagogies innovantes que vous avez présentées tout au long de cette journée, mais elle garde une manière très classique d'enseigner. Le contenu des programmes scolaires forcément ne suit pas et est resté très rapide, très souvent très archaïque et très adapté à une culture ancienne qui ne répond pas vraiment à ce que l'enfant aujourd'hui attend en allant à l'école. Dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne et même dans d'autres pays, le coût du manuel scolaire reste toujours inaccessible et très cher. Dans également plusieurs pays, et puis j'ai visité des salles de classe comme ça, on a 80 enfants, 80 élèves pour un seul enseignant, donc des classes très surchargées. Vu qu'il y a beaucoup de demandes et des demandes très pressantes pour les enseignants, très souvent aussi les enseignants ne sont pas qualifiés, n'ont pas suivi une formation pour qu'ils soient des enseignants, mais sont recrutés sur le tas pour répondre à un besoin qui a été identifié le 1er septembre pour le 15 septembre. Et donc, du coup, ces enseignants qui ont été recrutés sur le tas n'ont pas des conditions de travail et de vie qui leur permettent aussi de s'épanouir et de faire épanouir leurs élèves. Et puis aussi, ça c'est peut-être pas très généralisé, mais l'école n'est pas forcément au service de notre développement. Très souvent, on forme des ingénieurs, mais on ramène d'autres ingénieurs pour nous faire des ponts ou faire des routes ou faire autre chose dans nos pays. Donc, comment l'éducation ouverte peut être une opportunité? L'éducation ouverte élimine les barrières d'accès à l'éducation. Donc, les écoles qui sont loin et les enfants qui font 30 km ou 15 km ou 20 km pour accéder à l'école n'auront plus ce problème-là.
L'élimination de la barrière aussi en termes d'accès à une information recherchée, pas forcément l'information qui est imposée, bien que les ressources éducatives libres doivent être toujours suivre le cursus scolaire. Mais pour un élève curieux, pour un élève qui a besoin, on a toujours cette élimination de barrières et cet accès. Il y a aussi cette opportunité aux apprenants d'acquérir ou d'améliorer leurs compétences à moindre coût. On a vu que le coût du manuel scolaire est cher, le coût des formations égale cher. Donc, ils ont cette possibilité d'acquérir une formation à moindre coût et de manière très flexible, selon leur disponibilité sur ce qu'ils veulent faire. Après, on a vu que les conditions et que les enseignants ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. Après, il y a aussi cette modernisation de l'enseignement grâce aux ressources éducatives libres et grâce à l'éducation ouverte, parce que ça passe par des technologies numériques. Donc, forcément, c'est plus moderne. Entre guillemets, parce qu'il y a toujours des personnes qui peuvent attaquer pour dire que la technologie numérique ne rappelle pas surtout toujours la modernisation. Chacun défend ses idées. Après, les ressources sont aussi catalyseurs d'innovation dans l'enseignement et l'apprentissage. Ça permet aussi de ramener tout ce que vous avez dit tout ce matin, toute cette partie-là qui est intéressante. Et ça permet toute cette innovation, cette catalysation, les Learning Labs, les ressources éducatives. Donc, j'ai suivi ce matin toutes les présentations et c'est vraiment un catalyseur pour ça. Aussi, quand on a le choix entre plusieurs ressources, on a forcément la possibilité de trouver une ressource de qualité, pertinente et qui répond à mon besoin. Et après, l'élève qui va chercher sa ressource, l'enseignant qui va chercher sa ressource, il est dans une participation active dans cette formation. Donc ça, c'est un peu les atouts que l'éducation ouverte nous ramène. Mais un enseignant, enfin l'esprit critique que nous avons, je vais dire mais malheureusement, dans la plupart des pays, les infrastructures ne permettent pas une connexion qui me donne accès à ces ressources éducatives que vous avez évoquées tout le long de la journée. Et que même si la connexion est existante, elle est insuffisante. Mais aussi, les infrastructures existantes ne conviennent pas au projet spécifique. Parce que, par exemple, lorsque la vitesse est trop basse, et puis moi, je peux vous dire que la plateforme Moodle, dont plusieurs d'entre vous ont parlé ce matin, on ne peut pas l'ouvrir avec des connexions bas niveau ou avec une vitesse très basse. On ne peut pas le faire. Donc, avec des applications spécifiques, on a toujours ce problème pour mettre en place des applications de haut niveau. Après, les ressources éducatives libres sont malheureusement toujours en anglais en premier, en français, en chinois, en espagnol, en arabe, très peu dans les langues locales des pays africains et très peu dans les langues, ce qu'on appelle ethniques et la langue d'enseignement, la langue maternelle. Et puis les REL nécessitent un minimum de connaissances informatiques et puis malheureusement, la plupart ne l'ont pas, ce minimum. Je vais juste là vous dire quelle était notre réponse à l'IFEF face à ça, pour donner cet accès-là. Donc là, face à ça, nous avons mis, nous, en place des portails de ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes ou pour un enseignement à distance, complètement un enseignement à distance pour la formation des enseignants. Et nous avons mis en place un système qui permet un accès asynchrone, sans être connecté à Internet, à ces ressources. Donc, que ce soit en information à distance ou autre, les enseignants peuvent télécharger, quand il y a une connexion, la ressource et après continuer à enseigner, à s'approprier cette ressource, à lire, etc., en dehors d'une connexion Internet, juste avec le téléphone. Nous avons également mis en place un accès numérique en mode déconnecté avec un boîtier qui s'appelle le Raspberry Pi 4 où on peut mettre des millions de ressources et grâce à ce petit boîtier, on peut accéder à distance à des ressources, à des formations, à des Wikipédia, à d'autres Khan Academy et les enseignants en mode déconnecté peuvent accéder à ce petit boîtier. Nous avons également travaillé dans les langues nationales, le Wolof, le Serer, le Nushi, etc. et développé des ressources en langue nationale, des ressources éducatives en langue nationale, en permettant aussi, en mettant en place des grammaires de transformation pour des ressources éducatives qui partent de la langue nationale vers le français pour le moment. Peut-être après, on pourra les mettre pour l'arabe ou pour l'anglais. Et aussi, je vous ai dit que malheureusement pour les ressources éducatives libres, on n'est pas tous
au même niveau en termes de numérique. Et puis, on croit tous que parce qu'on a un téléphone portable, qu'on arrive à aller sur Facebook, Twitter, etc., qu'on a le niveau requis pour lire, pour étudier, pour s'approprier les ressources. Donc non, on s'est découvert sur le terrain que nous. Donc on a mis en place des ressources éducatives libres pour ce qu'on appelle une alphabétisation numérique ou une littératie numérique, avec des modules de présentation d'Internet, WhatsApp, YouTube, etc. et comment on peut les utiliser dans un cadre pédagogique. Et puis, pour finir, je vais dire qu'une éducation ouverte et libre et doit être librement accessible partout dans le monde et doit également tenir compte de la diversité, la capacité, la langue, la culture, le genre, l'âge et l'autre forme de différence humaine. Donc, une éducation ouverte et libre, elle doit rester vraiment libre si on veut faire une croissance socio-économique dans les entreprises et s'en servir de ça. Merci pour votre attention. Malheureusement, je n'ai pas de photo de Dakar, Mohamed, donc je ne peux pas faire la même chose. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. En fait, professeur Laroussi a parlé d'éducation ouverte comme étant un atout pour les pays de développement. Nous avons vu dans la présentation comment l'éducation est un facteur de croissance économique et offre une certaine stabilité. Madame Laroussi, vous avez présenté également quelques chiffres importants, parmi lesquels je cite 260 millions d'étudiants qui ne sont pas scolarisés dans le monde. Vous avez également souligné les maux de l'éducation, dont je cite à titre d'exemple une éducation inadaptée à l'élève et au marché de l'emploi, des salles de classe surchargées, des enseignants non qualifiés. Vous avez également considérer l'éducation ouverte comme étant une opportunité parce qu'elle éliminera bien sûr les barrières d'accès à l'éducation, elle fournira une formation à moindre coût, elle modernisera l'enseignement et elle offrira une abondance dans les ressources. Mais toujours, il y a des obstacles devant ces ressources éducatives libres que vous avez bien sûr mentionnées. Je vous remercie infiniment et permettez-moi de... nous arrivons maintenant à la fin de notre troisième séance avec notre dernière panéliste qui est également une collègue et amie très chère, Madame le professeur Chérine Kakish. Madame Kakish enseigne le français et la littérature française au département de français à la faculté des langues étrangères à l'Université de Jordanie depuis 2010. Elle est spécialiste de littérature française du XXIe siècle. Elle est l'auteure de plusieurs articles parus dans des revues littéraires et linguistiques. Ses champs de recherche portent sur l'analyse des textes littéraires de différentes époques, les théories de lecture de fiction, la narratologie, les personnages narrateurs dans les romans contemporains, l'enseignement et l'apprentissage. Madame le professeur Kakish partagera avec nous une intervention intitulée « Concevoir les enjeux émotionnels et cognitifs pour mieux gérer l'apprentissage à distance ». À vous la parole, professeur Kakish. Merci, Chérine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est clair. Oui, et je voudrais aussi remercier Cher Rada de m'avoir invité à Apital. Je suis toujours ravie de faire partie de cette conférence. Comme c'est intitulé, mon intervention, c'est une étude qui a commencé pendant le confinement en 2020. C'est juste une façon de voir comment les émotions peuvent avoir un impact sur le processus de l'enseignement et de l'acquisition du savoir. Donc, comme pareil dans le monde, le 17 mars 2020, un confinement est déclaré à Amman, en Jordanie, et du jour au lendemain, l'Université de Jordanie, comme d'ailleurs toutes les universités dans le monde, on est obligé de transformer notre système éducatif qui est basé sur la rencontre de face en face avec les étudiants à toute une autre configuration. C'est vrai qu'on est préparé à l'Université de Jordanie on a déjà des cours facultatifs qui se donnent complètement en ligne depuis 2015 et on a aussi des cours qui se donnent de façon hybride, blended, depuis 2017 et c'est arrivé à 400 cours. Mais transformer tout entièrement en ligne et ne voir les étudiants qu'à travers les écrans
pendant 2 semestres, c'est une autre question qui a imposé une réalité émotionnelle, sociale, éducative, nouvelle. Donc, à partir de mon expérience en tant que professeur au département de français à l'Université de Jordanie, excusez-moi, je vais juste passer à l'autre. Je ne sais pas si ça bouge chez vous ou pas. Non. Oui, ça bouge. Oui. OK, je vais juste revenir à l'autre. Voilà. Donc, à partir de mon expérience en tant que professeur à l'Université de Jordanie au département de français, je remarquais que le facteur émotionnel joue un rôle majeur dans le processus de l'enseignement, surtout quand on parle de l'enseignement à distance. Un mot d'encouragement, un bravo, par exemple, de ma part à un étudiant, par exemple, le rend plus enthousiaste pour se préparer pour le cours prochain et les pousse à essayer à nouveau pour obtenir à nouveau un autre mot d'encouragement de ma part. Du coup, bien que certains travaux prometteurs sur les réactions émotionnelles dans les comportements en ligne existent, nous en savons très peu d'informations là-dessus. Donc, c'est très important d'examiner ces compétences émotionnelles du tuteur. Ça doit être valorisé pour pouvoir gérer bien l'apprentissage à distance. Pour ce but, je réalisais une étude. J'ai fait des questionnaires afin de vérifier l'impact émotionnel sur la performance des étudiants assistant à des cours entièrement à distance. Voilà. Donc, les questionnaires ont été adressés à un échantillon de 150 étudiants en licence de double majeur français et anglais. Donc, ils font les 2 langues, français et anglais. Ils sont âgés de 20 à 22 ans. Et ça a été adressé donc à des étudiants, c'est composé de 6 parties. D'abord, les activités des étudiants sur les réseaux sociaux, les émotions ressenties lors d'un cours à distance par comparaison à des cours en présentiel auxquels ils avaient déjà assisté auparavant, la manière de gérer les temps en ligne suite à un encouragement ou un embêtement, par exemple, survenu de la part des professeurs, l'impact de l'attitude positive ou négative du professeur sur les étudiants, le besoin et les attentes des étudiants, l'évaluation de l'usage de l'Internet et des technologies à des fins pédagogiques. En effet, selon cette étude, je remarquais qu'il y a 100% des étudiants qui ont un profil Facebook. Voilà. Ces jeunes adultes, ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux pendant le temps de confinement et après, c'est-à-dire pendant le temps de la crise sanitaire. J'ai remarqué ainsi aussi que les étudiants sont très susceptibles de percevoir ils se perçoivent comme isolés et socialement négligés dans la société pendant le temps du confinement. Ces sentiments s'est accru en fait pendant le temps du confinement. Par ailleurs, pour 74 des étudiants interrogés, les médias sociaux sont une plateforme importante où nous pouvons étudier les caractères et des gens parfois en fonction de la rédaction entreprise concernant un statut par exemple. Ces derniers résultats se rapprochent d'une étude faite en 2013 par Shyam Sundar, professeur de communication et co-directeur du Media Effects Research Laboratory, Penn State, qui a déclaré que les types d'actions que les utilisateurs qu'ils entreprennent sur le type d'information et quoi que ce soit qui est ajouté sur le profil Facebook reflète leur identité. Les personnes, par exemple, ayant une faible estime de soi, ont tendance à être beaucoup plus préoccupées par ce que les autres publient à leur sujet sur Facebook, tandis que les utilisateurs ayant une meilleure estime de soi consacrent plus d'efforts à ajouter des informations à leur profil personnel sur le réseau social. Donc, il a poursuivi, vous êtes votre Facebook. Fondamentalement, et malgré toute sa socialité, Facebook est un média profondément personnel. You are your Facebook, basically, and despite all its socialness, Facebook is the deeply personal medium. Ainsi, d'après les résultats de notre étude, je remarquais que les étudiants vivent une crise socio-émotionnelle. 95 de ces étudiants, ils traitent les réseaux sociaux, ou Internet comme un reflet de la réalité, comme un miroir.
chaque commentaire ou complément ont des effets sur leur humeur de la journée, que ce soit positif ou négatif. Par exemple, ce qu'ils font dans leur statut, dans leur changement de photo de profil ou toute altération est évaluée par leur public a un impact sur leur état émotionnel et sur leur motivation. Un like ou un like, par exemple, peut affecter négativement ou positivement leur journée, par exemple. Dans cette veine, l'association américaine de marketing faisant référence à une étude sur les consommateurs australiens affirme que les goûts sur les réseaux sociaux sont la même chose qu'un câlin. Il cite ensuite un professeur de psychologie, Delgado, qui décrit la réaction psychologique aux engagements sur les réseaux sociaux. Selon lui, je vais juste aller à la citation, voilà, je crois que ça. Selon Delgado, les mêmes zones cérébrales qui sont activées pour la nourriture et l'eau sont activées pour les stimuli sociaux. Cela peut être un sourire, quelqu'un qui vous dit par exemple que vous faites un excellent travail ou que vous êtes digne de confiance et que vous êtes une personne gentille. Ainsi, tous ces renforçateurs sociaux sont abstraits mais montrent une activité similaire dans le centre de récompense du cerveau. Donc, les impacts et les émotions font partie intégrante de la manière dont les gens utilisent les médias sociaux et de notre lien avec Internet en général. Du coup, nous trouvons que pour 98% de mes étudiants, par exemple, les sentiments ressentis lors d'un cours en ligne et l'attitude du professeur ont un impact sur l'apprentissage dans l'environnement, dans ces cours-là virtuels. En particulier, la motivation, l'autorégulation et la réussite universitaire. Des émotions telles, par exemple, la colère, l'anxiété, la fierté, l'ennui et la motivation peuvent affecter les étudiants et l'apprentissage de manière diverse. Ces émotions peuvent affecter la motivation et ça peut être toujours lié avec l'autorégulation, l'exigence en matière de compétences. Par exemple, pendant les confinements, les étudiants sont devenus en général plus inquiets, plus ennuyeux. Ils trouvent une difficulté à rester toujours actifs, dynamiques et connectés avec les professeurs en ligne. Les émotions ressenties touchant surtout les champs de l'apprentissage ne se différencient pas trop de celles ressenties suite à un like ou unlike sur Facebook. Tous les témoignages des étudiants ils ont montré qu'ils ne peuvent pas développer la confiance nécessaire pour s'exprimer et réussir dans un environnement où ils sont toujours peurs maintenant des critiques, ils sont intimidés par les professeurs. Donc, à ce moment-là, il faut arriver à des solutions pour régler les problèmes émotionnels de ces étudiants-là. Donc, c'est pourquoi il faut voir quels sont les besoins et les attentes de ces étudiants-là pour pouvoir mieux gérer et mieux concevoir qu'est-ce qu'on doit faire pour régler ce problème de rester toujours actif et dynamique à distance. Donc, pour les étudiants, je trouvais que l'attitude de l'enseignant joue un rôle crucial, selon eux, dans la création d'une relation sécurisée, donc pleine de respect et de confiance. Donc, le premier besoin, c'est avoir la sécurité, rester toujours en sécurité. D'après eux, c'est un élément très important pour toujours avoir cet intérêt pour les cours et pour rester motivé dans les cours en ligne. Les meilleurs enseignants, selon les étudiants, c'est celui qui peut façonner une bonne communication bidirectionnelle. La discussion en classe virtuelle et les comportements toujours positifs, joyeux et dynamiques du professeur créent un environnement à distance, bien sûr, on parle d'un cours virtuel, un environnement positif et agréable pour les étudiants. Par ailleurs, d'une part, pour 89% des étudiants, le numérique a davantage perçu dans le processus de l'apprentissage comme l'accès à l'information, on a parlé des ressources ouvertes et la facilité de l'apprentissage, l'amélioration de la communication, l'augmentation de l'intérêt pour le cours, mais par exemple, d'une autre part, pour 93% de ces étudiants, ils disent que parfois c'est difficile de rester
ou bien l'absence de l'encadrement du professeur, ça aide pas vraiment à gérer le temps. Ça veut dire les avantages ont déjà des limites. L'échange linguistique avec les autres étudiants ou les profs et l'expression orale dans un cours de face à face est très nécessaire dans l'apprentissage, surtout quand on parle de l'apprentissage du français, une langue étrangère pour des Jordaniens arabophones. Donc, pour eux, pour la majorité des étudiants interrogés, malgré les avantages de la formation à distance, il y a aussi des inconvénients. Les étudiants préfèrent le cours présentiel ou ce hybride, où se trouve un contact réel avec les professeurs et les camarades de temps en temps. Le contenu du message envoyé aussi aux étudiants a également un impact incroyable sur leur activité en ligne. Les messages confirmants et positifs, par exemple de ma part, par exemple comme j'ai hâte de vous voir la prochaine fois, j'espère que vous allez bien, j'attends et je suis fière de vous, je suis fière de vos résultats. Ça encourage les étudiants à faire de leur mieux, alors que les textos ou le message qui manque de toute expression encourageant, ça veut dire ça les rend moins enthousiastes pour assister au cours prochain. De plus, nous avons constaté que les étudiants sont toujours conscients des enseignants qui créent un ressentiment parmi eux et laissent certains comme ils se sentent marginalisés ou exclus, par exemple, du cours virtuel. Ainsi, l'égalité et l'équité sont très nécessaires pour nos étudiants. Cela les aide à participer de manière coopérative et favorise en eux un sentiment d'appartenance au cours et au groupe. Cela nous mène à concevoir que l'attitude collaborative des enseignants semble garantir une inclusion chez les étudiants. Je vais aller à un point plus pour aller au rôle des enseignants. La plupart des études scientifiques ont démontré que les effets cliniques des émotions entraînant des changements chimiques et hormonaux à la fois dans le cerveau et dans le corps. Et selon notre enquête, nous ne pouvons pas ignorer donc le fait que les émotions font partie de ce qu'on appelle l'apprentissage. Je vais aller à une étude très intéressante dans ce domaine, dans cette veine. Emotion, the on-off switch for learning. Priscilla Vell, c'est une experte en apprentissage. Elle a décrit l'émotion comme l'interrupteur marche arrêt vers l'apprentissage. Selon elle, lorsque l'interrupteur est atteint, le système est inactif et le seul potentiel d'apprentissage est disponible. Lorsque l'interrupteur est activé, la voie de l'apprentissage est ouverte. Lorsque le système limbique interprète les informations sensorielles et les envoie au cortex pour traitement, il donne le temps émotionnel de l'information avant qu'elle atteigne le cortex. Si le système limbique donc interprète l'information comme positive, il envoie un message d'intention et d'excitation et oriente notre comportement vers un but. Lorsque cela se produit, nous devenons motivés à agir. La réflexion et l'apprentissage sont améliorés. Lorsque l'interprétation est négative, l'interrupteur est désactivé et la réflexion de l'apprentissage sont étouffées. Cela signifie que les émotions jouent un rôle majeur et crucial dans ce qu'on appelle quand on réfléchit sur le processus de l'apprentissage. Je vais aller maintenant tout de suite au rôle de l'enseignant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire comme professeur quand on voit que voilà, les émotions ont un impact sur les processus de l'enseignement en général? Je vais aller aussi à une autre étude qui est faite par Mayer, Salovey et Caruso. Ils ont mené une étude très intéressante sur le rôle des enseignants et qu'est-ce qu'ils doivent avoir ou compétences pour pouvoir gérer des cours, surtout des cours virtuels. Dans leur étude Emotional Intelligence, New Ability or Electric Traits, voilà, ici, ils définissent c'est quoi Emotional Intelligence. Cette définition, je vais le dire en français, impliquait que les individus, les enseignants et même les étudiants ont le pouvoir d'identifier, d'exploiter et de réguler leur état émotionnel afin d'atteindre les résultats souhaités.
Les tuteurs ont d'abord cette responsabilité, donc c'est la tâche première du professeur. Ils doivent avoir des qualités et des compétences personnelles, y compris l'adaptabilité, l'enthousiasme et la capacité d'influencer. Les autres ont quatre attributs importants nécessaires lors du tutorat en ligne ou face à face. La mission de l'enseignant n'est plus tout facile. En effet, créer un environnement d'apprentissage solide est la tâche la plus difficile du professeur. Donc, créer un environnement moins détaché en classe virtuelle est la tâche de l'enseignant. À cette tâche difficile, il faut ajouter une autre, c'est la construction de liens et la création d'une relation puissante avec les étudiants pour un meilleur fonctionnement du rôle de l'enseignant. Nous parlons d'un processus donc mutuel qui comprend deux partenaires. Les étudiants apprennent d'un enseignant et les enseignants qui essaient de rendre l'apprentissage agréable et plus facile pour les étudiants et pour qu'ils apprennent et à améliorer leurs compétences pédagogiques. Donc, c'est la tâche des professeurs pour pouvoir gérer mieux leurs cours virtuels. Je vais aller aussi maintenant au dernier point. L'apprentissage, donc l'apprentissage des langues étrangères en général n'est pas une tâche facile, surtout quand on traite avec des étudiants arabophones. Pour ces étudiants, je parle des étudiants arabophones de Jordaniens, cela nécessite beaucoup d'attention, de concentration pour l'acquisition du nouveau vocabulaire, surtout quand on parle aussi des cours de littérature, et pour l'appréhension des textes littéraires à différentes époques en langue française. Donc, l'intelligence émotionnelle est alors un facteur significatif de réussite professionnelle pour le professeur de cours virtuels dans ce cas-là. C'est également un facteur important de réussite universitaire pour les étudiants et pour les aider à créer un environnement émotionnel motivant et plus réussi pour les deux partenaires de ce processus d'apprentissage. Donc, il sera donc indispensable que le professeur du cours en ligne soit doté d'une certaine intelligence émotionnelle afin de fournir aux étudiants un apprentissage plus adéquat et plus performant. C'est parce que les apprenants peuvent ressentir plusieurs émotions durant la phase de l'apprentissage qui reflèterait par la suite qui va se refléter sur leur capacité cognitive. Ainsi, l'intégration de l'intelligence émotionnelle joue un rôle déterminant dans la réussite du processus de l'apprentissage, la régulation des émotions, donc pour pouvoir gérer aussi les émotions des étudiants. Et le professeur donc, doit développer ses compétences et ses connaissances en théorie cognitive pour pouvoir analyser et comprendre les raisonnements de l'étudiant normalement qui assiste à un cours à distance dans un processus ça veut dire dans un processus d'apprentissage en ligne. Voilà, je termine. Je voulais juste dire un point qui me paraît très important. En fait, les résultats de l'enquête, pour moi, c'est prometteur pour une autre étude qui pourrait peut-être s'approfondir dans d'autres domaines de sciences humaines, comme la psychologie, le domaine médical, le système neurologique et cérébral. Donc, ça sera peut-être une extension de cette étude pour pouvoir comment on peut vraiment gérer mieux aussi ce processus d'apprentissage et les émotions pour bien réussir l'enseignement à distance. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup, professeur Katush, qui vient de nous parler de la COVID et comment la crise de la COVID a transformé bien sûr l'enseignement et comment cette expérience a joué un rôle considérable du point de vue émotionnel chez les étudiants. Vous avez réalisé une étude pour mesurer l'impact émotionnel de cet enseignement à distance chez vos étudiants et vous avez abouti à certains résultats, parmi lesquels je cite que les étudiants, bien sûr, ont vécu des crises socio-émotionnelles considérables, comment les étudiants sont très influencés par les réactions des autres sur les réseaux sociaux et comment dans un cours hybride ou en ligne, l'attitude du professeur peut affecter la motivation des étudiants. Vous avez aussi mentionné que les étudiants se sentent plus à l'aise sur les réseaux sociaux que dans un cours en ligne. Donc,
Le professeur doit toujours créer un environnement positif et agréable pour les étudiants dans ce cours qu'il donne. Et aussi, vous avez mentionné que les étudiants, d'après votre étude, préfèrent l'enseignement en présentiel ou hybride à l'enseignement totalement à distance. Vous avez aussi mentionné comment vos étudiants, ils ont beaucoup aimé vos messages et vos textos positifs durant un cours en ligne et ça leur a énormément, bien sûr, ça les a énormément encouragés. Vous avez conclu en disant que l'intelligence émotionnelle est un facteur de réussite à la fois pour l'apprenant et l'enseignant. Je vous remercie infiniment, professeur Kakish. Merci, Chérim. Merci. On a 10 minutes, juste 10 minutes ou bien 5 minutes, je ne sais pas, Reda, pour les questions que vous aimeriez poser aux panélistes. Et ensuite, on enchaîne avec notre dernière séance. Merci beaucoup.